Alex, est-ce que tu veux juste nous dire comment est-ce qu'on se connaît? Ouais, ben en fait, on s'était rencontrés, on était comédiens tous les deux dans un film étudiant. Comédien. Ouais, faut le dire vite, le comédien, c'était Dans un une film autre vie, j'étais étudiant. un Ouais, c'est artiste à ça. l'époque. J'étais un bohème. J'aimais ça, jouer la comédie. Mm. On jouait dans un film étudiant d'une amie en commun. Mhm. On la salue. On la salue. Puis depuis ce temps-là, on s'est perdu de vue un temps, Ouais. mais on s'est retrouvés. La vie nous a Ouais. fait nous retrouver. Exact. Excellent. Puis moi, je suis très content parce que c'est le fun de t'avoir à mon projet. C'est bien, je trouve que je connais comme pas toutes les réponses d'avance, tu sais, ou comme du moins que... Parce que si on était vraiment proches, tu sais, je saurais déjà un peu. Puis là, c'est la première fois, en fait, que j'en parle, à part avec mes docs qui m'ont suivi à travers ma croissance. C'est la première fois que je parle avec quelqu'un qui a une certaine formation médicale. Ouais. Puis je trouve ça vraiment excitant. Avec un médecin qui n'est pas ton médecin. Exactement. Puis je trouve ça vraiment excitant d'avoir une perspective différente, puis une perspective amie, mais aussi professionnelle en même temps. Est-ce que tu veux nous parler un peu de pourquoi je t'ai invité à mon podcast aujourd'hui? Oui, ben oui. Moi, depuis que je suis sorti du ventre de ma mère, en fait, là, depuis que je suis tout bébé, j'ai des malformations qui ont mené à une amputation à la jambe droite, mais aussi à la reconstruction de mes mains. Ouais. Fait que par exemple, là, au bras, j'ai des bras très, très courts. Mes deux coudes sont soudés. Mes avant-bras sont très, très courts également. Puis, mes mains, j'ai juste 2 doigts par main, en fait. Lesquels, je ne pourrais pas te dire, mais je les ai. Tu as 2 doigts quelconques. Qui sont présents. Des doigts innominés. Exactement. Puis, à ma jambe droite, là, j'ai dû subir une amputation à l'âge de 9 mois. À la hauteur de ma cheville talon, là, finalement. Là. Okay. C'est vraiment, c'est un peu nébuleux, puis c'est un peu étrange, là, comme, okay. Mais c'est vraiment, là, le moignon, c'est en fait le talon, finalement. Ouais. Est-ce qu'il te reste de la cheville? Est-ce qu'il te reste une articulation dans le pied? Je la sens un petit peu. Comme je peux bouger un petit peu, mais c'est pas complet. Ta prothèse n'est pas attachée à cette articulation. Non, c'est ça. En fait, ma prothèse, je porte une prothèse depuis que je suis enfant, là, une fois que j'ai fini la convalescence de l'amputation. Puis ma prothèse va jusqu'à mon genou pour vraiment que ça tienne. Une prothèse orthèse, là. Ouais. Fait que ma prothèse, c'est une prothèse qu'on dit sportive là, dans le milieu. Là. Fait que finalement, je peux marcher, courir, sauter, nager avec ça aussi, peu importe. Puis elle est à succion. Fait que, ça veut dire quoi? En fait, la seule et unique raison pourquoi est-ce qu'elle ne tombe pas, c'est parce qu'elle est vraiment moulée finalement à la jambe, qui est faite d'une certaine manière pour que la prothèse tienne par elle-même. Fait qu'il n'y a pas d'attache finalement à la jambe comme telle. C'est vraiment, on insère quasiment comme des blocs Lego là, finalement. OK. Ouais. Wow, c'est vraiment intéressant. Ouais. C'est comme vraiment c'est du frottement statique là, qui la fait retenir. Exactement. C'est comme, exactement. Il n'y a aucun bruit qui est mieux placé pour décrire qu'est-ce que c'est que ça. Que le bruit que je viens de faire. C'est exactement ça. C'est très cool. Mais c'est génial. C'est comme un bloc Lego. Un gros bloc Lego. Exactement. Puis il y a plusieurs différents types de prothèses. La mienne est vraiment en bas du genou, finalement, mon amputation. Donc, il y avait peu de types de prothèses que je peux porter. Les gens qui portent une prothèse au-dessus du genou, il y a une plus grande panoplie, des myoélectriques, par exemple, là, qui peuvent être super avancées maintenant, là, finalement, avec des articulations au genou, des articulations à la cheville, puis tout ça. La mienne, là, c'est vraiment moins, entre guillemets, avancé d'un point de vue technologique, électrique, peu importe. Mais il y a un monde de différence entre celle que je porte aujourd'hui et celle que je portais en 98 quand j'ai commencé à en porter. Ouais. Je trouve ça intéressant. Tu as utilisé le mot moignon. OK. Est-ce que... Parce qu'en médecine, c'est un mot qu'on nous dit de ne pas utiliser. OK. Dans la sphère professionnelle, on nous dit d'appeler ça un membre résiduel. OK. Puis, je veux savoir, dans ta vie, c'est-tu un enjeu? C'est-tu quelque chose qu'on t'a
C'est-tu une insulte dans la communauté des amputés, Ben, moi, à ta connaissance? je savais même pas qu'on appelait ça un membre Oui, résiduel. c'est ça. C'est la première fois que j'entends ça. Moi, j'ai toujours appelé ça un moignon, honnêtement. Puis Mon même, à la moignon. limite, j'appelle pas ça vraiment mon moignon. Là. Tu sais, c'est ma jambe. C'est moi. Elle est encore là. Je tu suis sais. un moignon. Fait que non, tu sais, c'est pas une insulte, c'est pas rien. Moi, peu importe, tu sais, peu importe comment est-ce qu'on le nomme, Cette il est partie-là. là. Tu sais. Oui, ça c'est fait toi. partie de moi. Ouais. Oui, c'est intéressant. Oui, c'est ça. Puis même les termes comme en haut du genou, en bas Mhm. du genou, les termes médicaux, c'est transfémoral, Ouais, exact. transtibial, Ouais. puis il y a différentes hauteurs, là, dépendamment c'est où. Exact. Mais ouais, parce que je me souviens, quand j'étais en stage de réadaptation, il était comme très sévère là, sur Oui. comme le langage que j'utilisais. Ouais. Puis évidemment, je comprends ça parce qu'il faut être professionnel, correct et aussi comme inclusif. Mais tu sais, en médecine, souvent, il y a comme des abus de langage qu'on fait entre nous. Mhm. Puis j'étais comme étonné d'être comme autant repris, genre sévèrement. Comme non, c'est comme un non catégorique. On appelle ça un membre Mais résiduel. je trouve ça intéressant parce que, en fait, je connais beaucoup de personnes amputées, évidemment, là, Ouais. puis j'ai entendu transfémoral, transtibial aussi. Ça fait pas hyper longtemps que je connais ça puis que je suis familier avec ces termes-là. Je pense que c'est quelque chose qu'on utilisait moins avant puis qui est arrivé il y a quelques années, là, finalement. Mais pour nous, là, quand on s'explique c'est quoi notre amputation ou notre malformation, peu importe, on n'utilise pas les termes médicaux. Il faut qu'on se fasse comprendre, puis c'est ça qui est important. C'est pas une insulte, là, entre vous. Non, vraiment pas. Okay. Puis il n'y a pas une hiérarchie des personnes amputées puis des amputations non plus, comme « Ah, moi, j'en ai 3, tu sais, toi, t'en as combien? » Il n'y a pas vraiment cette hiérarchie-là, tu sais. Il y a définitivement certaines amputations qui sont plus complexes puis plus difficiles à vivre avec, qui ont un petit peu plus d'implications au niveau du quotidien, tu sais. Les miennes sont, honnêtement, pour certaines personnes, assez lourdes. Mais moi, vu que j'ai jamais connu autre chose, j'ai pas de point de référence par rapport à la gravité ou des trucs comme ça, tu sais. Fait que pour moi, c'est ma vie de tous les jours, tu sais. C'est ce que je connais, puis c'est ce que... Depuis que t'es né. Demande-moi d'écrire à une main, je pourrais pas te le faire. Demande-moi c'est quoi la différence entre avoir 5 doigts puis 2 doigts. J'en ai aucune idée, j'ai jamais vécu l'autre côté. Pas de référence, c'est ça. Dans un peu la psychologie, dans la communauté des personnes amputées, c'est quoi la relation avec avoir une prothèse? Il y a beaucoup de gens pour qui la prothèse est une prison. Puis il y en a d'autres pour qui c'est un outil dont il ne pourrait se passer absolument dans aucune circonstance. T'sais. Moi, par exemple, si jamais je ne mets pas ma prothèse le matin, je me sens pas complet. On dirait qu'il me manque quelque chose. Je ne suis pas en équilibre. Puis évidemment, littéralement, mais aussi plus d'une manière figurative également. T'sais. Je me sens pas à l'aise de faire la vaisselle chez moi. Je me sens pas à l'aise de marcher des bonnes distances, que ce soit comme de mon lit, par exemple, chez moi jusqu'à mon salon. On dirait que je vais le faire, mais une fois rendu, je vais être content d'être rendu. Je ne me déplacerai pas pour rien, finalement. Puis il y en a d'autres que ils vont décider de ne pas porter de prothèse du tout. Puis c'est correct. Y a pas, chacun a une relation différente avec sa prothèse. Pour des gens qui ont des prothèses de jambes, c'est beaucoup plus fréquent de voir les gens les porter plus souvent. Il y en a qui vont décider de soit porter des béquilles pour se sentir un petit peu plus libre finalement de leur mouvement avec leurs jambes, au détriment finalement de se déplacer avec des béquilles. Il y en a d'autres qui vont décider de se déplacer à fauteuil également, que ce soit des fauteuils roulants, manuels ou bien électriques. Là. Il y a plusieurs différents types finalement de psychologie, si on veut, par rapport ou d'attachement à cette prothèse-là. Moi, la raison pourquoi je la porte, c'est que je vivais un mode de vie très actif, surtout plus jeune. Dans mon enfance, 5, 6, 7 ans, je faisais du sport à tous les jours, je courais dans le cours d'école, puis des trucs comme ça. Pour moi, c'était important. Pour mes parents, c'était important également. Fait que je me suis comme habitué avec cette prothèse-là.
Puis j'ai appris à marcher tard parce que je me suis fait quand même amputer la jambe à 9 mois. Fait que ça a pris un certain temps de convalescence, puis après ça, d'apprendre à marcher comme un enfant normal, là, finalement. Parce qu'habitude, c'est vers 12 mois que les enfants font leur premier pas. C'est ça. Moi, c'était probablement plus autour des 18 à 24 mois. Je ne me rappelle pas exactement, mais je parlais assez de bonne heure. Ça paraît pas. Mais je me suis développé peut-être un petit peu plus sur le tard à cause de ça. Mais je me suis rattrapé. Là, j'ai marché beaucoup, j'ai couru beaucoup, puis tout ça. Fait que, au début, c'est sûr que les prothèses étaient beaucoup moins avancées d'un point de vue technologique qu'aujourd'hui. La mienne, elle n'a essentiellement pas changé. On a réalisé avec le temps, puis avec ma grandeur, puis le poids que j'ai, que je suis comme dans une zone critique aussi, où ma prothèse, puis le pied de ma prothèse, qui est en fibre de carbone, casse beaucoup plus régulièrement si jamais on prend mon pied pour le poids que j'ai vraiment. Fait que je porte probablement une prothèse pour quelqu'un de 285 livres à 300 livres pour l'instant au niveau de mon pied, mais la raison que je porte ce genre de prothèse-là, c'est que si jamais je jouais au soccer assez régulièrement ou bien si jamais je courais à tous les jours avec des gros changements de direction puis des trucs comme ça, ou bien que le pied comme tel est très, très sollicité, il va casser en dedans d'un mois ou deux. Là, fait que j'ai passé de mes 14 ans à mes 16 ans à aller changer ma prothèse à tous les deux mois. J'étais sa garantie depuis 2 ans. C'est une garantie de 6 mois. Fait que ça a fait beaucoup de voyagements pour aller la changer puis tout ça. Fait que, une prothèse, en fait, là, c'est quelque chose qui va remplacer un membre, carrément. Que ce soit un pied, une jambe, une main, un bras au complet. Il y a plusieurs types de prothèses. En fait, pour n'importe quel membre du corps, il va avoir une prothèse associée à ça. Une orthèse, ça va être quelque chose qui va aider à compenser un membre pour une action qu'il peut plus ou moins faire. Par exemple, mes gants de hockey. Ça va aller par-dessus le membre. Exactement. Je porte mes gants de hockey comme un gant normal, mais à l'intérieur, il y a comme du genre de gel qui me permet d'avoir ma main gauche. Moi, je suis droitier, fait que ma main gauche est en haut pour manier mon bâton comme il faut, puis ma main droite qui est un peu plus fixée au bâton finalement. Il y en a pour qui c'est des orthèses aux pieds, parce que les gens ont des pieds plats des fois ou des trucs comme ça. Ça reste un orthèse aussi. Ça va te permettre d'avoir une meilleure stabilité ou peu importe si c'est pourquoi que ton orthèse, tu la portes dans tes souliers. Il y a plusieurs types d'orthèses, vraiment. Des lunettes, ça peut faire partie un petit peu de la catégorie des orthèses également. Fait que, c'est pas étranger, mais on mélange souvent les deux termes. Ouais. Puis je pense qu'on voit beaucoup plus d'orthèses dans la vie de tous les jours que de prothèses, parce que c'est pas tout le monde qui porte une prothèse, mais c'est tout le monde qui pourrait éventuellement porter une orthèse. Une prothèse aussi, là, mais il faut avoir un événement un petit peu plus intense, là, finalement, que j'ai les pieds plats, puis fait que c'est ça. J'aimerais ça qu'on parle de la notion de handicap. Ouais. Puis dans ta vie, comment ça résonne dans ta vie, ce terme-là. Ben, la première des choses que je dois dire par rapport à ça, c'est que moi, je me sens pas comme une personne handicapée. En fait, là, les docs, d'aussi longtemps que je me souvienne, ceux qui m'ont suivi à travers ma croissance, puis ceux qui ont suivi ma mère quand que j'étais en dedans de là, ils savent pas ce qui a causé cette malformation-là. Ils n'ont aucune idée. Il y a des hypothèses qui ont été émises. Évidemment, c'était dans les années 90. Il y avait un certain médicament là, qui donnait aux femmes enceintes. Je ne me souviens jamais du nom. Là. Thalidomide. Trop long comme nom pour que je m'en souvienne. Que ça, mais il y a trop de mots, là, trop de lettres. On n'a vraiment aucune idée, en fait, c'est quoi qui s'est passé. L'hypothèse qui est privilégiée en ce moment, puis à l'époque aussi, ça fait un petit bout, là, c'est que il y a certaines bandes amniotiques là, finalement qui se seraient peut-être collées aux membres qui ont un retard de croissance finalement, puisque c'est ce qui aurait causé ce retard-là. Mais c'est pas prouvé. Il n'y a aucune chance il y a aucune façon de savoir aujourd'hui.
Puis moi, ce que je me suis fait dire, c'est qu'il y a un enfant sur 200 000 environ à cette époque-là qui venait au monde avec ça. Tu sais, avec ce type pas d'amputation-là, il faut que je fasse attention, mais de malformation-là. Puis c'est moi le chanceux qui a gagné à cette loterie-là. T'es vraiment spécial. Ben, tu sais, on dit one in a million. Moi, c'est one in 200,000. Puis c'est vrai, tu sais, que pour vrai, je me compte vraiment chanceux parce que ça aurait pu être très, très différent. Tu sais, ça aurait pu être au niveau du développement cognitif, ça aurait pu être au niveau de plein d'autres choses, finalement. Finalement, c'est mes bras puis mon pied. Puis je suis vraiment, vraiment chanceux d'avoir eu ça jeune aussi, je trouve. Parce que je ne connais pas autre chose. Je n'ai pas d'autres points de référence. Je n'ai pas eu la fameuse le syndrome du membre fantôme ou des trucs comme ça après l'amputation. Je ne m'en souviens pas. Pour moi, ça a été vraiment une adaptation qui a été rapide parce que je ne connaissais rien d'autre. Est-ce qu'on savait quand tu étais un fœtus avec les échographies? Je ne sais pas à l'époque, c'était quoi? C'était vraiment moins avancé qu'aujourd'hui, là, définitivement. Est-ce que c'est une surprise pour les médecins et ta mère quand tu es né? Ben, dans les échographies, là, je n'étais pas là dans ce temps-là. Je me le suis fait raconter, fait que c'est peut-être pas à 100% vrai, mais on avait dit à mes parents qu'ils étaient pour avoir quelque chose de différent avec leur enfant. Ils ne savaient pas quoi. OK. Est-ce que c'était pour être physique? Est-ce que c'était pour être mental? Est-ce que c'était pour être... Peu importe. Il n'y avait aucune idée, les docs, à ce moment-là, mais ils savaient qu'ils étaient pour avoir quelque chose de différent. Finalement, c'est physique. Mais il n'y avait vraiment aucune idée à ce moment-là, à cette époque-là. C'est stressant pour le parent, là, je comprends, là, au début. Là, puis surtout que dans ma famille, il n'y a pas d'autres personnes qui sont... qui ont des malformations, qui ont été amputées au courant de leur vie. Puis en plus, je suis le premier de ma famille. Là. Mes cousins et cousines sont tous plus jeunes. Ma sœur est plus jeune également. Fait que c'était une grosse affaire au départ parce qu'on ne savait pas exactement c'était quoi qui était pour se passer avec cet enfant-là. Finalement, ben, ça a bien tourné, je pense. Ah, t'es bien correct. Ben, il y en a qui diraient que c'est pas vrai, là, mais moi, je suis pas mal confiant que ça va bien, tu sais, dans ma vie et tout ça. Là. Fait que... Parce que c'est ça, c'est très comme physique, mécanique. Oui, ce que tu as, tous les organes des sens, tous les organes internes, comme à date consiste. Tout est là, finalement. Tu sais, il me manque une coupe d'os, là. Oui, c'est tout. Mais, tu sais, mon tibia est là, mais l'autre dans la jambe n'est pas là non plus. Il me manque une coupe de morceaux, là, finalement, si on veut. Mais le char roule pareil. Mais le char, il roule. C'est peut-être des roues carrées, mais ça roule. Fait que pour revenir à ta question initiale, là, le concept d'handicap, finalement, chez moi, j'en ai là, au sens propre du terme. Mais dans ma vie de tous les jours, il n'y a pas d'impact nécessairement. Oui, il y a des choses que je peux faire, mais que ça me prend beaucoup plus de temps que la personne normale, entre guillemets. Il y a aussi des choses que je peux absolument pas faire, que j'ai essayé et que j'ai pas trouvé encore de méthode qui me permettent d'y arriver. Puis des fois, c'est des affaires qui sont pas nécessaires. Comme, pour le plaisir, j'aimerais ça aller faire du ski, mais essaye de breaker quand il te manque une cheville, c'est un petit peu plus, c'est un petit peu plus complexe. Là, j'ai fait 3 descentes dans ma vie, puis la poudreuse était frette en tabarnouche. Fait que il n'y a pas nécessairement un gros impact là, finalement dans mon quotidien, mais ça joue des fois sur le type d'activité que je pourrais aller faire ou le type de temps que ça va me prendre aussi pour faire certaines actions comparé à une personne qu'on va dire, entre guillemets, normale. Qui a un corps typique. Qui a un corps typique, c'est ça. Fait que... parce que c'est ça, tu sais, moi, c'est un concept que j'emprunte un peu à l'ergothérapie. Moi, quand j'ai fait mes études en médecine, je me souviens que j'avais fait des journées d'observation dans plein de professions. Fait que j'étais allé en ergo, en physio, en chiro, en orthophonie, parce que j'étais comme, hey, c'est vraiment important que je sache, genre, qu'est-ce qu'ils font. T'sais, puis moi, encore aujourd'hui, il y a plein de choses que je ne sais pas sur plein de gens en santé, mais je pense que je connais un peu les bases. Puis en ergothérapie, il y a comme 3 principes fondamentaux, il y a comme 3 piliers de l'ergothérapie. C'est la personne, l'environnement, puis l'activité ou la tâche ou l'occupation.
Fait que quand il y a une limite dans un de ces trois-là, l'idée, c'est comment est-ce qu'on peut changer soit l'environnement, soit la personne, soit la tâche. Right? Puis ça, c'est un peu comme les principes fondateurs de l'ergothérapie. C'est un peu comme ça qu'on pense. Puis moi, comment je conçois le handicap, puis la façon dont je l'ai appris, c'est vraiment comme, mettons que tu as une personne, il y a une limite fonctionnelle, puis après ça, il y a des outils de compensation. Puis si l'outil de compensation n'arrive pas à compenser au complet pour la limite, là, ce gap-là, c'est ça que ça s'appelle le handicap. Tu sais, dans le sens que toi, dans ta vie, justement, au niveau de tes mains, il n'y a pas grand-chose que tu peux changer. Pour ton pied, tu as ta prothèse. Ouais. Right? Fait que ça, c'est la personne. Ouais. Après ça, l'environnement, puis les occupations, les tâches. Comment tu as adapté ça? Ou il y a quoi plein le genre de choses. d'adaptation? Il y a plein de choses. quotidien, ouais. Moi, j'ai toujours voulu, aussi longtemps que je me souviens, j'ai toujours voulu être comme les autres. J'ai jamais voulu m'arrêter parce que je n'étais pas capable de faire... T'étiqueter comme exactement à part. Exactement. Ouais. Par exemple, à 4-5 ans, je voulais absolument jouer au hockey. Puis évidemment, avec des bras, puis particulièrement ma cheville qui n'est pas vraiment là, mais j'ai une prothèse finalement qui me permet de pouvoir quand même me tenir sur mes deux pieds. Mes parents avaient un petit peu la question de comment est-ce qu'il va faire si jamais il doit se relever sur la glace, comment est-ce qu'il va faire pour patiner, est-ce qu'il va être capable ou est-ce qu'il ne sera pas capable. Ils m'ont inscrit dans des cours de patin pour apprendre à patiner finalement. Puis j'ai tombé, mais j'ai appris à me relever assez rapidement parce que je voulais leur prouver finalement que j'étais pour être capable de pouvoir patiner puis de pouvoir me relever toute seule puis tout ça. Puis avec le temps, ben là, ils ont réalisé que, OK, ben, notre fils va être capable de se relever puis de patiner puis il n'y aura pas de problème. Mais par contre, tenir le bâton de hockey, ça va être un petit peu plus complexe. Il va avoir certaines limites finalement à ce qu'il va être capable de faire quand même avec son bâton. Puis j'ai rencontré à ce moment-là des prothésistes puis beaucoup d'orthopédagogues pour essayer de trouver finalement une méthode qui va me permettre de pouvoir adapter mes gants de hockey pour être capable de bien tenir le bâton, manier la rondelle, puis être au même niveau finalement que tout le monde pour pouvoir jouer au hockey. J'ai des gants adaptés depuis ce temps-là qui me permettent de jouer au hockey. À la maison, j'avais longtemps de la misère à pouvoir tenir ma fourchette puis mon couteau en même temps, puis pouvoir couper ma viande, couper mes légumes, couper ma nourriture finalement pour pouvoir manger moi-même. Bien, il existe des adaptations qui m'ont permis, c'est une genre de grosse assiette finalement, mais c'est une planche à découper là, vraiment avec des pics. Je mettais ma viande là-dessus, puis au lieu de tenir ma fourchette puis mon couteau, ben, je pouvais juste tenir mon couteau à ce moment-là. Avec tes deux mains. Avec mes deux mains, pour pouvoir couper la viande puis pouvoir manger ensuite. J'ai fait ça longtemps, mais maintenant, je suis capable de pouvoir le faire par moi-même. Les deux en même temps. Les deux en même temps. Okay. Mais ça m'a pris du temps. Il y a plein de choses comme ça. Attacher mes souliers, au début, j'avais absolument de la misère là, à attacher mes souliers. Ça m'a pris longtemps avant d'apprendre à attacher mes souliers. Je savais comment, mais je n'étais pas capable de le faire comme il faut. Des souliers sans lacets ou avec des velcro, j'en ai porté jusqu'à l'adolescence. Puis c'était étrange. Ils sont cool, ils sont vraiment pratiques. Là. Mais ils faisaient de la lumière, mes maudits souliers. C'est excellent. Moi, je porte des souliers sans lacets quand je vais travailler. Oui. Hey, aucune chance. C'est confortable. Anyway, tout ça pour dire que... On va pas bâcher sur les souliers. En velcro. Moi, le Yellow, là, c'était mon meilleur ami. Là. Mais, tu sais, il y a plein de choses maintenant. Puis, je trouve, à l'époque, là, les orthopédagogues, étaient vraiment, vraiment géniaux pour nous expliquer qu'est-ce qui était disponible, qu'est-ce qu'on pouvait utiliser, puis qu'est-ce que je pouvais essayer, qu'est-ce que je ne pouvais pas essayer non plus, parce qu'il y avait certaines limites aussi à ce que je pense qu'ils ne voulaient pas nécessairement non plus trop m'en donner. Qu'est-ce qui était disponible sur le marché? Exactement. Mais maintenant, avec Amazon, là, tu peux trouver de tout pour n'importe qui, à n'importe quel prix. Fait que c'est vraiment, vraiment, vraiment génial pour les personnes amputées également, puis les personnes handicapées, parce que, par exemple, à la maison, j'ai déménagé en appartement l'été dernier, toute seule. C'est la première fois que j'habite toute seule. J'avais toujours resté chez mes parents, puis
mes parents sont assez ils veulent me donner beaucoup d'aide, là, tu sais, puis je comprends. Mais là, je voulais déménager toute seule, avoir mon autonomie, vivre mes propres expériences. Puis la première chose que j'ai réalisée quand j'étais en train de visiter l'appartement que j'occupe présentement, c'est que la laveuse sécheuse qu'il y a dans cet appartement-là, qui était fournie avec l'appartement, n'est pas frontale. Puis là, en étant une personne, c'est pas une petite personne parce que je suis assez grand, là, puis je suis bien Tu mesures content. combien? 5 et 1 et demi. Mais c'est combien en centimètres? Moi, je sais pas c'est quoi en pouces. 160 quelque chose. Ah, c'est pas si pire. Non, ben peut-être un petit peu plus petit que ça. OK. Je m'en souviens pas exactement. Moi, je mesure 175 centimètres. Je suis pas très grand, bref, mais Mais t'es pas une petite je personne. suis pas une petite personne. Mais en ayant en plus des petits bras, Mais t'es petit. ouais, je suis pas très grand. Puis en ayant des petits bras en plus, ben me rendre dans le fond de la laveuse sans adaptation, sans outils, avec un banc par exemple, ou même avec un banc, ça se peut que je me ramasse la tête première, là, mais la laveuse. Puis, tu sais, on a magasiné, là, ma mère puis moi, pour trouver des méthodes qui pourraient me permettre de pouvoir y arriver, puis tout ça. Puis la meilleure manière qu'on a réalisé que je pourrais utiliser, c'est d'avoir des filets de lavage qui sont souples, mais qui font en sorte que j'ai un petit peu plus... J'ai pas besoin d'aller jusque dans le fond pour pouvoir ramasser finalement le filet, puis aller chercher chaque morceau individuellement. D'accord, ça marche. C'est comme des filets de pêche que tu mets avant de mettre ta brassée. C'est des filets que tu mets ton linge dedans, en fait, là, un peu comme c'est comme des sacs. C'est des sacs. Des sacs en filet, finalement. Des sacs exact. En mèche. Là. Ouais, exact. Puis tu mets ça dans la laveuse. Puis ça se fait de le prendre comme un sac de poubelle. Tu le ramasses comme un sac de poubelle. Fait que c'est beaucoup plus facile. Puis tu sais, à l'époque, c'était plus complexe parce qu'il n'y avait pas ces adaptations-là ou ces objets-là pour faciliter la vie des gens qui existaient. Ouais. Puis aujourd'hui, on les a. Puis ça facilite la vie des gens avec un corps typique, mais aussi avec les gens qui ont un corps atypique comme le mien. Ouais. Puis c'est génial. Ça nous amène un petit peu sur un pied d'égalité qu'il n'y avait pas quand j'avais 14, 15, 16 ans. Ouais. Puis qu'aujourd'hui, ou en tout cas, qu'il l'avait peut-être, mais qui était moins disponible à ce moment-là. Tu fais quoi dans la vie, toi? Je travaille au fédéral. Je suis un excellent résident de l'Outaouais. Je suis déçu. Tout le monde à Gatineau travaille pour le gouvernement fédéral. Ouais. C'est tellement déprimant, là. Ouais. T'as vendu ta vie au démon. Franchement, j'ai la même vision, OK, que toi de tout de ça. Fonctionnaires. Des fonctionnaires. On vous aime, les fonctionnaires qui nous écoutent. Ne vous sentez pas rejetés. Ouais, on aime tout le monde, on accueille tout le monde. Ce que j'ai réalisé, c'est que premièrement, moi, je viens d'un background où mon père a eu une entreprise il a ouvert son entreprise quand j'avais environ 12 ans. Okay. Fait que j'ai baigné puis j'ai grandi dans l'entrepreneurship à partir de 12 ans. Puis encore aujourd'hui, ma sœur, elle a eu une entreprise. Moi, j'ai eu 2 entreprises aussi entre-temps. C'était quoi tes entreprises? J'ai travaillé en marketing. Okay. J'ai eu une entreprise de marketing en réseaux sociaux. Puis on faisait de la photo-vidéo finalement là, pour les entreprises de la région ici en Outaouais. Ça allait super bien. On avait une bonne équipe et tout ça. J'ai vendu ça. Puis après ça, j'ai travaillé en éducation entrepreneuriale en fait. Okay. J'ai travaillé avec une super belle équipe. On a bâti un programme de lancement d'entreprise qu'on donnait dans les écoles secondaires de la région. On a créé un défi entrepreneurial, le défi 48 que ça s'appelle, okay. qui est un défi qu'on faisait inter-école à l'époque, mais qui est devenu aussi un concours finalement beaucoup plus gros que juste dans les écoles. Puis pour les jeunes de 14, 15, 16 ans, il y a maintenant une compétition entrepreneuriale à la grandeur du Québec qui s'appelle comme ça. C'est toi qui es parti ça, là? On a eu l'idée à quelques-uns, mais je faisais partie de... Okay. Tu faisais partie de l'équipe à ce moment-là. C'était ma 2e journée au travail quand on a eu cette idée-là, finalement. Fait que, tu sais, ça a été quelque chose qui m'a... Toute cette créativité-là là, que j'ai eu à avoir depuis mon jeune âge, ça m'a servi aussi dans mon parcours professionnel, tu sais. Puis cette entreprise-là, je l'ai eue jusqu'au milieu de pandémie.
OK. Puis à partir de ce moment-là, j'ai travaillé après ça en Qu'est-ce qui s'est marketing. passé? L'entrepreneuriat, c'est vraiment le fun, mais tu fais pas ça pour le salaire nécessairement. Puis un moment donné, pendant la pandémie particulièrement, j'avais beaucoup de temps pour réfléchir, comme plusieurs personnes. Ouais. J'étais encore à l'université à ce moment-là. Puis j'ai réalisé que j'avais des buts dans la vie qui seraient Quand même une très probablement bonne pas... réalisation à avoir Ouais, avant le décès, oui, d'avoir des buts. exact. Fait que j'étais, j'aimerais ça, tu sais, je voulais rester en appartement toute Pas seule. juste passer à travers la vie. Je voulais bâtir finalement, me bâtir une vie pour OK. moi. Puis c'était pas compatible avec là où on était rendu dans l'entreprise à ce moment-là. Mais ça, tu n'avais jamais eu ça avant dans ta vie? J'avais eu cette réalisation-là probablement quand j'avais 18-19 ans au début. Mais j'avais tellement foi que tous mes projets étaient pour fonctionner que je me posais pas trop la question. OK. Puis quand j'ai réalisé que j'étais pas payé ou je retirais pas assez d'argent finalement de ces projets-là pour être capable de me permettre de vivre ça, puis que autant que je mettais les efforts puis le travail que je devais mettre dans ces entreprises-là, dans ces projets-là, que ce soit en affaires, où j'ai fait beaucoup de radio aussi, où j'ai fait beaucoup de scènes, beaucoup d'animation de spectacle, beaucoup de théâtre, de l'humour aussi à travers mon parcours. Tous ces efforts-là, c'est pas payant. C'est le fun, c'est un thrill. C'est vraiment... j'échangerais pour rien au monde toutes ces expériences-là parce que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de plaisir que j'ai retiré de ça, mais j'ai pas beaucoup d'argent que j'ai retiré de ça. En fait, j'en ai perdu plus que j'en ai gagné, tu sais. Fait que quand tu réalises ça puis que tu te dis, ouais, mon loyer va pas se payer en commandite ou en plaisir ce mois-ci. Fait que comment est-ce que je vais faire pour arriver à mes fins, tu sais. Ouais. Fait que j'ai travaillé après ça en marketing pour une entreprise de la région ici comme employé. Puis je voulais absolument pas aller au fédéral. Puis à un moment donné, j'ai réalisé que les salaires étaient bons. Les conditions sont excellentes aussi. J'ai fait du 60-80 heures semaine, mais pas au fédéral. Tu sais, c'est pas quelque chose que tu fais nécessairement normalement en travaillant pour le gouvernement du Canada. Fait que j'ai décidé de me renflouer puis de pouvoir atteindre mes objectifs à plus court terme avec cet emploi-là. Ouais. C'est un moyen pour arriver à tes fins. Mais on a je pense que tu es un peu comme ça aussi, on a beaucoup de passions, puis des fois, ces passions-là ne sont pas nécessairement monétisables, si on veut, mais il faut qu'on soit capable de les vivre quand même, ces passions-là. On n'a pas besoin de vivre de cette passion-là. C'est ça que j'ai réalisé. Je suis quand même chanceux que mon travail me permet de vivre exact. très aisément. Puis c'est un peu la même réalisation que j'ai eue en allant au fédéral, c'est-à-dire que je ne suis pas un gars qui est très dépensier. Fait que quand j'ai de l'argent qui rentre, j'aime beaucoup pouvoir la garder et la mettre de côté pour d'autres types de projets. T'sais. Le fédéral va me permettre de financer d'autres types de projets. C'est sûr et certain qu'un jour, je vais me relancer en affaires. Comment, quel projet, à quel moment, aucune idée. Mais ça va venir. Je trouve ça intéressant que tu parles, tu sais, justement, qu'on se ressemble dans ce sens-là, qu'on a plein de projets. Puis, tu sais, malheureusement, moi, je pense que c'est un des grands deuils de ma vie, là, c'est le fait que quand j'ai fait mon MD puis la résidence, ça suctionne tout de toi. C'est vraiment encapsulant, envahissant, comme des tentacules du travail. Puis je pense que c'est entre autres pour ça que je voulais me partir le podcast, puis juste commencer à m'investir dans d'autres choses parce que j'ai réalisé que quand j'étais ado, j'étais comme à droite à gauche tout le temps, puis j'avais plein de choses en même temps, puis j'aimais ça, m'investir dans des choses plus comme artistiques, sociales aussi. Puis la science a toujours été comme l'amour de ma vie, mais il y a plus que ça aussi. Il y a plus que juste une chose que je veux accomplir. Il y a plus d'une façon dont je veux m'accomplir. Puis j'ai trouvé ça très comme difficile en rétrospective de comme quand tu es dedans, tu fonces la tête première, puis tu es comme on serre les fesses, on y va. C'était tellement fun. C'était tellement fun, puis j'ai adoré ça. Puis tu sais,
j'en parle avec mes amis aujourd'hui, comme qui sont médecins aussi. Puis moi, si tu me poses la question, est-ce que tu le referais demain matin, Ouais. comme si tu revenais en arrière à 18 ans, est-ce que tu le referais? Je suis comme oui, les yeux fermés, comme sachant tout ce que je sais, je le referais. Je serais mieux préparé, par contre. Tu sais. Je serais très triste que certains de mes amis, c'est pas ça la réponse. Tu sais. Mais toi, je pense que dans toute ta vie, tu es toujours investi dans plein de choses en même temps. Absolument. Tu n'as jamais juste choisi une chose Non, c'était trop qui a difficile pris pour toute moi. ta vie. C'était trop difficile jusqu'au moment où la pandémie est arrivée. Parce Ouais. que là, ça enlevait déjà un paquet de choses sur la table. Tu sais, on ne pouvait plus sortir, on ne pouvait plus passer de temps avec nos amis. Le présentiel, c'était déjà compliqué à ce moment-là. Puis j'avais une entreprise à ce moment-là aussi qui prenait beaucoup, beaucoup de temps, trop, honnêtement. C'était trop prenant. Puis je ne me posais pas de questions. Tu sais, pour moi, l'entreprise passait en avant de toutes mes autres passions parce que fallait que ça fonctionne. Puis je savais que c'était pour fonctionner. Puis effectivement, ça a fonctionné. Tu sais. C'est juste que je n'étais plus là à ce moment-là parce que j'avais eu des réalisations qui m'avaient donné un peu le hindsight que j'avais besoin là, finalement par rapport à tout ça. Fait que c'est ça. Est-ce que quand tu étais enfant, ton rêve, c'était de devenir fonctionnaire au fédéral? Absolument pas. C'était quoi ton rêve? Mon rêve, c'était de devenir policier. Puis j'ai assez vu, policier ou joueur de hockey pour le Canadien de Montréal. OK. Comme tous les petits-enfants, Ouais, petits garçons. j'étais pas super créatif à ce moment-là pour mes aspirations professionnelles. Mais j'ai tombé rapidement aussi dans la scène. Tu sais, que ça soit... Je pense que j'ai eu un groupe de musique. Je jouais comme de la batterie, de la guitare, puis je chantais quand j'avais 12 ans. On jouait sur des galeries de maisons dans le quartier. Puis ça m'a beaucoup habité pendant longtemps. Puis quand j'ai réalisé que je chantais pas bien, il a fallu que je pivote. Puis je me suis développé une personnalité à ce moment-là. Puis je faisais de l'humour en même temps. Fait que ça me donnait beaucoup, beaucoup de confiance en moi, finalement, de parler de différents sujets. Puis de faire des blagues là-dessus. Est-ce que tu veux me parler de ta carrière de joueur de hockey? Oui, ça a commencé à 5 ans, puis je peux te dire que je me croyais déjà dans la Ligue nationale. Moi, je sais que c'est bizarre de dire ça, là, parce que les personnes humbles diront jamais qu'ils sont humbles, là, mais je le suis quand même beaucoup. Puis, je suis un gars je pense qu'il y a beaucoup de par la situation, j'ai quand même un certain leadership d'action, premièrement, parce qu'une personne dans ma situation ne devrait pas jouer au hockey de base, mais j'ai trouvé quand même une manière de pouvoir le faire. Puis j'ai une personnalité qui me permet quand même d'être assez proche de plusieurs types de personnes aussi. Un genre de personnalité un peu caméléon, si on veut, tu sais. Fait que j'avais ce genre de leadership-là dans une chambre de hockey. Fait que pour moi, ce que j'ai retiré beaucoup du sport organisé, que ce soit au hockey ou au soccer également, c'est tout ce genre de leadership-là qu'on a besoin dans un groupe. Comment qu'un groupe fonctionne, puis comment est-ce qu'on peut performer à travers tout ça. T'sais. Fait que pour moi, c'est l'esprit d'équipe, c'est l'esprit de compétition que je retire énormément. J'avais pas énormément de talent. Je n'ai jamais joué dans les grosses ligues, dans les gros niveaux, mais je me débrouillais. J'avais du plaisir là-dedans. Puis j'apprenais énormément comme individu, puis comme athlète aussi à travers tout ça. T'sais. Pour moi, je me suis accompli énormément en jouant au hockey parce que c'est un rêve de petit gars de pouvoir jouer puis gagner au hockey. Puis je me suis rendu quand même au Centre Bell, sur la patinoire du Centre Bell à un moment donné. Puis pour moi, c'était ma Coupe Stanley. Là, j'ai fait un tour de patinoire puis d'attitude, mais je suis arrivé puis j'avais le chandail du Canadien sur le dos puis j'ai quand même été capable de le faire. Fait que pour moi, ça voulait dire énormément à ce moment-là. Puis tout ce que j'ai appris en jouant au hockey ou dans des sports quelconques, je l'utilise encore aujourd'hui. Dans ma vie personnelle puis dans ma vie professionnelle, encore énormément. Là. Cette notion-là, comme de psychologie d'une équipe, d'atteindre des buts collectifs, de team building, c'est des choses que tu as appliquées aussi ailleurs dans ta vie. Ben oui.
Moi, j'ai étudié, en fait, à l'université, j'ai fait une majeure en communication. Fait qu'en partant, ben là, vous le voyez, là, je suis un verbomoteur aussi. Ouais, t'aimes ça parler. Puis, je ne sais pas de quoi tu parles. T'es humble, mais t'aimes ça parler de toi. Ben, oui. Mais ça vient aussi avec tu sais, ça fait, là, j'ai 27 ans, fait que ça fait 22 ans que je fais des présentations sur ma situation. Fait que je suis assez, quand je parle de moi puis de ma situation, handicap, amputation, peu importe comment est-ce qu'on veut l'appeler, je parle de la situation, pas de moi, tu sais, de ma mentalité puis de ce que j'ai appris, oui, mais pas de je suis bon, écoutez-moi, puis regardez ce que je suis capable de Je suis faire. dommage spécial parce que je fais ce que tout le monde fait. Ça, oui, là, je le suis, mais on en parle, veut pas, parce que ça inspire, puis ça fait partie un petit peu du spectacle, entre guillemets, de tout ça, mais en même temps, pour moi, c'est pas sur ça que les conférences que je fais vont nécessairement porter. Ça va nécessairement apporter finalement une certaine explication sur le niveau d'amputation ou d'handicap d'une personne ne devrait pas avoir un impact sur ses rêves, sur ce qu'il veut accomplir dans la vie. Si tu veux accomplir quelque chose dans la vie, on va trouver une manière d'y arriver. On parlait justement du trifecta, finalement, là, de la tâche. C'est exactement la même chose. Pour moi, je trouvais la tâche en premier. J'avais assez confiance que ma personne était capable d'y arriver. Maintenant, c'était de trouver une manière d'adapter soit l'environnement à tout ça, ou bien d'adapter ensuite la tâche, le rêve, à ce que j'étais vraiment capable d'accomplir à travers tout ça. À 5 ans, je pensais que j'étais pour jouer pour le Canadien de Montréal. À 7-8 ans, j'ai compris que je n'étais pas pour jouer pour le Canadien de Montréal, mais j'aimais ça quand même, jouer au hockey. Fait que pour moi, c'était juste d'avoir du plaisir après ça, est-ce que j'entretenais le rêve un peu? J'ai quand même 7-8 ans, là, fait que oui, c'est sûr. Mais je savais très bien que je n'étais pas pour jouer pour le Canadien de Montréal nécessairement. Ton expérience de team building, tu l'as amené ailleurs aussi. Là. Ouais, les jeux du commerce. Les jeux du commerce. Les jeux du commerce à l'UQO. Comme athlète, par exemple, quand je jouais au hockey, j'avais beaucoup de plaisir puis je m'accomplissais beaucoup à ce moment-là. Puis quand j'ai réalisé que je pouvais accomplir le même type où je pouvais m'accomplir autant en faisant du coaching puis en montrant ce que j'ai appris à des gens qui connaissent moins ça ou qui connaissent pas ça du tout, bien que tout est étranger finalement dans une discipline pour eux. Puis de les amener à performer dans un contexte de compétition. Là, c'était une compétition universitaire à ce moment-là. J'ai eu énormément de plaisir là-dedans. Le coaching, puis le training, puis l'apprentissage des autres vient me chercher d'un autre niveau, là, complètement. Puis cette équipe-là en particulier, c'était la première fois que je faisais du coaching à ce niveau-là. Puis c'était des gens qui avaient absolument peu de notions, en tout cas, là, par rapport à tout ce qui est un pitch de vente ou un pitch d'entreprise ou un produit ou peu importe. Le monde des affaires, c'était extrêmement étranger pour eux également. Puis je leur ai bâti une certaine formation puis un plan de coaching. Puis on a gagné finalement. C'était la première fois que l'UQO gagnait une médaille à ces jeux-là depuis je ne sais pas combien de temps. Puis c'était mon équipe que j'ai coaché, que j'ai apporté à performer à un niveau qui était assez élevé pour être capable de remporter une médaille. Puis, c'est pas moi qui ai performé, c'est pas moi qui ai été sur les planches pour faire le pitch ou quoi que ce soit, mais j'ai été capable de leur montrer ce qui était nécessaire, puis les actions qu'on devait prendre pour être capable d'accomplir ce qu'ils ont accompli. Évidemment, ils ont tous du talent, là, ces 3 personnes-là qui sont arrivées à remporter cette médaille-là. Puis pour moi, ben ça voulait dire énormément de pouvoir les voir performer puis de comprendre que j'avais eu un impact qui était, je pensais, mineur à ce moment-là, mais qui va les suivre tout le reste de leur vie parce que c'est quelque chose qu'ils ont accompli puis qu'ils ont appris. Est-ce que c'est la première fois que comme tu ressentais de l'accomplissement ou tu t'accomplissais à travers d'autres personnes? Oui. Parce que j'ai l'impression que je t'entends parler, puis c'est comme toute ta vie, tu as plein de choses dont tu peux être fier parce que tu as fait plein d'affaires, puis avec tes limitations physiques, tu as réussi quand même plein d'affaires. Fait que tu as plein de choses dont tu es fier, mais ça, c'est différent. Quand tu es fier
à travers quelqu'un d'autre. Vraiment. Vraiment. Puis c'était effectivement la première fois. Puis j'ai quasiment l'impression que c'est comme encore plus fort comme émotion quand je t'entends parler. Ben oui. Et puis moi, à ce moment-là, là, je m'attendais absolument à rien de cette équipe-là. Là. J'avais fait tout ce que je pouvais, moi, de mon côté. Puis c'était la première fois qu'il fallait que je lâche prise. Là, parce que là, c'est plus moi qui performe. Puis c'est la première fois que je me disais, peu importe ce qui arrive, je vais être content. Puis je vais être fier de ce que ces gens-là vont avoir accompli parce que je leur ai amené des connaissances qui vont les suivre. Puis dont ils vont les utiliser ensuite, ces connaissances-là, pour le restant de leur vie universitaire puis professionnelle ensuite aussi. Mais quand ils ont gagné, là, j'étais fou, là, fou comme un balai. Là. Ça n'avait aucun bon sens. Jambe, je l'ai lancé à travers la fenêtre. Tu l'as défenestré. Le bill, il était cher. Mais ma mère, elle a une nouvelle fenêtre dans son salon. Non, mais tu sais, c'est le fun de voir que ces gens-là ont réalisé quelque chose qui était plus gros qu'eux. Puis que moi, j'ai été capable de réaliser quelque chose qui était au-delà de moi, à travers eux. Puis ça, je trouve ça génial. C'est quelque chose que c'est quelque chose que depuis ce temps-là, là, je vais à la pêche assez souvent par rapport à ça. C'est quelque chose que j'apprécie énormément. As-tu déjà vécu des expériences négatives par rapport à ton corps? Dans le sport, oui. Dans le sport. Oui, ça m'est arrivé. Tout le monde qui joue dans un sport X va avoir des expériences qui sont moins le fun par rapport à leur corps, par rapport à leur performance ou des trucs comme ça. Au hockey, ça a toujours super bien été pour moi. C'est quand j'ai commencé à jouer au soccer ensuite, par exemple, que là, il y avait certaines personnes pour qui ça faisait absolument rien parce que c'était pas quelque chose qui avait nécessairement un impact. Mais il y en a d'autres où j'ai eu certaines expériences qui étaient vraiment moins plaisantes. Puis je me rappelle d'un match en particulier, on jouait contre une équipe de Chelsea. Puis il y avait ce gars-là, on avait peut-être 14-15 ans, qui, pendant un jeu, m'a traité d'handicapé carrément. Puis j'en revenais pas. C'était la première fois que j'étais confronté à ça. Puis pour moi, ça n'avait jamais eu un impact sur quoi que ce soit. Puis je jouais avec mes amis dans ce temps-là en plus, dans cette équipe-là. Fait que pour eux, c'était pas un enjeu ou quoi que ce soit. Je suis allé le dire tout de suite au coach. Puis le coach a mis ce joueur-là de mon équipe, qui est un super bon joueur de soccer, mais qui était assez rough aussi. Puis si jamais il avait besoin de te faire passer un message, il le faisait passer assez rapidement. Puis tu allé lui passer un message également. Fait que ça m'a fait sentir intégré, important dans cette équipe-là. Puis le jeune qui m'a traité d'handicapé, ben, est venu me voir à la fin puis il a voulu s'excuser. Puis pour moi, c'était fini déjà, mais j'étais tellement encore en colère que ça avait eu un impact qui était plus que juste le 90 minutes du match. Ça avait été plus lourd pour moi. Parce que ça va au-delà du mot handicapé. On en a parlé au début. C'était une petite fille de 4 ans qui vient nous voir. Tu es comme, elle dit, c'est quoi être handicapé, monsieur? Versus ça, c'est différent parce que tu sais qu'il y a une intention différente. C'est ça. En tout cas, je ne vais pas mettre des mots dans ta bouche. Non, mais c'est exactement ça. J'ai l'impression, de ce que tu racontes, que c'était vraiment pour te dénigrer, pour te faire sentir comme c'était moins. C'est comme tu es différent, ton corps est différent et donc. Mais il a voulu rentrer dans ma tête. Ça fait partie du sport. Ça, c'est le jeu, puis je comprends. Mais quand tu utilises quelque chose d'aussi intense que ça, c'est là que ça passe un peu moins. J'aimerais ça te demander, tu sais, dans ta vie, tu as eu plusieurs médecins, ou tu as eu des médecins. Raconte-moi un petit peu, c'était quoi cette expérience-là de combien, les suivis que tu avais, c'était pourquoi, à quelle fréquence? Ben, j'avais beaucoup plus de suivi quand j'étais plus jeune. Au début, j'étais suivi à la CHIO, à Ottawa, à l'hôpital des enfants. Puis il y a un doc en particulier, Dr. Dudek, qui m'a suivi presque toute ma croissance, finalement, jusqu'à mes 18 ans. Puis elle me connaissait super bien, puis on avait une bonne relation, puis tout ça. Moi, c'était quelqu'un que je connaissais très bien aussi, vu que ça faisait autant longtemps qu'elle me suivait.
Puis ce doc-là a eu souvent d'autres docs aussi qui l'accompagnaient, que ce soit des orthopédagogues, que ce soit des médecins spécialistes. Je me souviens pas des noms, là, mais j'ai dû en avoir peut-être une dizaine au courant de ma croissance qui me suivait à travers tout ça, à la CHIO. Je me suis fait suivre également à la ressource C'est quoi ça? à Hull, qui est un centre pour personnes à mobilité réduite. OK. C'est un peu comme le hub, si on veut, de tout ce qui est la médecine d'adaptation, là, que ce soit OK. pour les personnes à mobilité réduite en chaise roulante, les personnes avec des handicaps mentaux, je ne sais pas comment est-ce qui ont certains défis finalement plus mentaux. Fait que c'est là le spot de cruising des gens avec des limitations. C'est là que tu vas. Là. C'est la place à être. OK. Au début, je me suis fait suivre là-bas, pas longtemps, parce que les prothèses que le gouvernement du Québec offre aux enfants handicapés, aux enfants amputés, à l'époque, en tout cas, n'étaient vraiment pas adaptées pour être capable de donner la possibilité aux enfants de pouvoir courir, de pouvoir sauter, de pouvoir vivre une vie d'enfant, finalement. J'en ai eu une ou deux qui avaient été faites par la ressource. Puis les gens à la ressource, puis ils appellent ça une prothèse avec un pied en gel. OK. Puis ça, ben, si jamais tu cours trop ou si jamais tu grandis trop vite puis que tu es rendu trop lourd pour cette prothèse-là, elle va peut-être casser, puis that's it. Puis t'en as une qui est fournie à chaque temps de temps. Là. C'est pas adapté pour un enfant. Ouais. C'est pas fait pour un enfant puis qui veut vivre une vie active. Fait que j'ai eu quelques suivis là-bas. Je suis retourné ensuite à 14, 15 ans, 16 ans pour faire mes évaluations pour mes cours de conduite aussi en écothérapie. Ça, j'ai moins trippé. OK. Pourquoi? C'était probablement une des premières fois que j'ai eu une expérience un peu moins positive, si on veut, avec un doc, l'ergothérapeute, puis elle suivait une liste de choses qu'elle doit faire par rapport à la SAAQ qui est nécessaire finalement pour dire que oui, cette personne-là a un handicap, mais a telle ou telle condition pour pouvoir conduire, que ce soit des adaptations à ton véhicule, que ce soit des limitations quant au temps de la journée que tu peux conduire, c'est quelqu'un qui ne voit pas bien la nuit ou des trucs comme ça, ou quand il fait noir. Fait que pour moi, ben, il a fallu que je fasse un test physique, évidemment. Je m'attendais à ça. Il a fallu que je fasse un test de réflexe. Vu que c'est ma jambe droite qui est amputée, ben, il y avait certaines affaires qu'il voulait regarder par rapport à est-ce qu'il va être capable de réagir en temps si jamais il y a un accident qui se passe en avant de lui, il va-tu freiner assez vite ou il va rentrer de plein fouet dans le véhicule, tu sais. Fait qu'on a fait tous ces tests-là. On a fait un test sur la route également, mais ils m'ont fait faire un test de la vue, un test de QI, un test en sachant très bien finalement que je n'avais pas ce challenge-là nécessairement, tu sais. Ça, c'est probablement quelque chose qui m'a un peu insulté à ce moment-là, tu sais. Test d'autres choses. Tu le vois là, dans la conversation que j'ai avec toi, qu'il n'est pas là le challenge, là, tu sais. Finalement, le challenge se passe au niveau des bras puis au niveau de la jambe. Fait que finalement, est-ce que tu peux conduire? Je peux conduire. Je suis à 1 centimètre de ne pas pouvoir conduire. OK. Comment ça? Parce que mes bras sont... Il y a une certaine limite entre... Ce qu'on appelle tes bras. Ouais, mes chopsticks. Non, mais mes bras sont juste assez longs pour pouvoir tenir le volant puis que le volant ne soit pas trop proche, de mon corps puis de mon visage. Parce que si jamais j'arrive à un accident puis que le coussin gonflable doit sortir, ben ce serait bien plate qu'il me rentre trop fort dans le visage puis que ça me dérange pas un nez cassé, mais j'aimerais ça pouvoir... à la physique. Ça. Fait que à 1 centimètre plus proche, je pouvais pas conduire. Fait que c'est quoi la mesure? Je pense que c'est 31 cm. C'est une règle. C'est exactement, en fait, une page 8,5 par 11, là, OK. roulée. Puis si jamais tu es une page de papier de proche du volant, c'est trop petit. Puis si jamais tu es plus loin, ben tu n'as pas de problème. Moi, j'étais à 1 cm, littéralement,
de ne pas pouvoir conduire. Avec tes bras. Fait que ça va. Est-ce que tu Puis, conduis? pas encore. Pourquoi? Mais ça c'est pas de la faute de mon handicap ou de mon amputation. C'est vraiment parce que je suis lâche. OK. Puis j'ai jamais fini mes cours de conduite encore. J'en avais pas T'as-tu des cours de besoin. conduite différents ou c'est les mêmes que moi j'ai eu? Ben, c'est exactement les mêmes cours. C'est juste qu'il faut que je suive un cours adapté parce que j'ai une adaptation avec ma jambe droite. Je peux pas conduire avec ma jambe droite. Il OK. faut que je conduise avec l'accélérateur à gauche du frein. Mhm. Puis il y a une école dans la région qui donne des cours adaptés avec un véhicule adapté. Puis au début, c'était super parce que c'était à côté de chez moi. Je pouvais aller prendre mes cours puis tout ça. Puis je prenais mes cours puis ça allait bien. Puis quand j'ai commencé à aller à l'université puis avoir mes entreprises, ben j'ai mis la priorité sur autre chose, mes cours à l'université puis avec mes entreprises. Fait que j'ai arrêté de prendre mes cours. Puis quand j'ai voulu les recommencer, le contrat, l'appel d'offres avait été ouvert, puis le contrat a été donné à quelqu'un d'autre, une autre école de conduite dans la région, puis j'ai aucune idée c'était où. Fait que là, je fais mes recherches en ce moment. Je veux finir mes cours de conduite, mais je suis encore un peu lâche, puis je fais pas les démarches que je devrais faire. Combien? Il me reste pas énormément, honnêtement. Il me reste 1 mois et demi, 2 mois à faire. Fait que c'est vraiment pas tant que ça. Fait que c'est quasiment comme, tu sais, je ne veux pas utiliser le mot discrimination parce que c'est quand même fort pour cette situation-là, je pense, pris en contexte. Mais le fait que dans toute la ville, il y a juste une école qui peut donner des cours adaptés, certainement, ça va défavoriser des gens qui habitent loin de cette école-là. C'est sûr. C'est sûr. Ou qui, pour certaines, que justement, s'ils ont des limitations, que la mobilité est un enjeu, ben et toi, ça a donné que la première école, c'était super proche de chez toi, tu étais comme chanceux. Génial. Ben oui, c'était génial. 1 sur 200 000. Puis là, mais là, ça a donné que ça se peut qu'elle soit comme à l'autre bout de Elmer, tu sais. C'est ça. Puis, le challenge est là, tu sais, mais en même temps, je comprends d'un point de vue business. Dire que c'est discriminatoire. Tu sais. Mais je suis d'accord avec toi, tu sais, d'un certain sens, parce que c'est sûr que si jamais tu n'es pas dans ce secteur-là ou tu n'es pas nécessairement à, mettons, quelques kilomètres de là, mais c'est moins le fun de devoir aller là-bas pour pouvoir prendre des cours, tu sais. En même temps, je comprends d'un point de vue business, toutes les écoles, il n'y a pas de demande pour un véhicule adapté nécessairement assez élevé pour pouvoir justifier cette adaptation-là. C'est pas donné non plus, là, l'adaptation d'un véhicule, tu sais. Quand tu as besoin d'avoir toutes les adaptations dans un seul véhicule pour pouvoir donner des cours à tous les types d'adaptations que une personne qui aurait besoin d'un volant avec une boule dessus pour avoir assez. Moi, j'ai pas besoin de ça, mais quelqu'un qui a besoin de ça, ben si jamais toutes les écoles ont ça, ça va leur coûter cher là, adapter un véhicule. Tu sais. Fait que je comprends le côté business de ça, mais c'est pas annoncé nulle part non plus que c'est cette école-là, par exemple, qui aurait ça dans la région ici. Okay. Fait que, c'est très flou. C'est pas facile de trouver la place où aller pour pouvoir faire ça. Puis c'est ça que je trouve qui est complexe puis qui est moins le fun, c'est que c'est à nous de s'adapter. Puis là, c'est moi qui aurais dû finir mes cours plus tôt. Je suis d'accord avec ça. Parce qu'on se le rappelle, tu es lâche. Je suis lâche. Mais je suis humble aussi. C'est pas grave. Fait que ça s'égale. C'est ça. C'est un plus pour un moins. Mais à la fin de la journée, c'est sûr que j'aimerais ça pouvoir savoir où aller puis que ça soit facile pour moi de pouvoir finir ces cours-là. J'aimerais que tu me parles dans le système de santé. Est-ce que tu as déjà eu une expérience négative? Puis je me rappelle, je pense que je l'ai pris un peu plus d'un côté drôle puis amusant là, finalement à ce moment-là, mais c'est un petit peu bizarre aussi là, de la manière dont c'est arrivé. Pour le contexte, là, je me suis brisé le bras au début de l'été en 2016-2017. Puis j'étais allé à l'hôpital le lendemain. Puis ils ne faisaient pas de plâtre le samedi, finalement. Fait qu'ils m'ont fait une genre d'attelle, puis tout ça. Puis on a eu un rendez-vous pour des radiographies le matin, le lundi matin. Puis si jamais il était cassé, j'avais un rendez-vous aussi pour me faire... Ah, tu t'es cassé le bras? Ça, c'est drôle.
on jouait... À chaque fin d'année scolaire, j'étais metteur en scène pour ce qu'ils appelle le théâtre social au Collège Saint-Alexandre. Puis à chaque fin d'année scolaire, j'invitais mon équipe de théâtre à venir à la maison. Je faisais à souper, puis on faisait comme un genre de soirée extérieure, puis on jouait à des jeux, puis des trucs comme ça. Puis on jouait au frisbee dans ma cour, puis j'ai tombé sur des racines de surface dans le fond de la cour. Des racines d'arbres? Ouais, des racines d'arbres qui étaient en surface comme. Alex versus un arbre, qui va gagner? C'est pas moi. C'est pas moi. J'ai tombé finalement sur mon bras, puis mon bras, il a comme eu une certaine torsion. Mon avant-bras a cassé. Je sais pas à quelle hauteur, je me souviens plus vraiment, mais il a cassé en torsion. Fait qu'il n'y a pas eu de déplacement. J'ai pas eu besoin de me faire opérer pour ça ou quoi que ce soit. Mais j'avais besoin d'un plâtre puis de soins là, quand même. Puis c'était la première fois que ça m'arrivait. Fait que j'étais sûr et certain que c'était pas cassé. Le lendemain matin, quand je me suis réveillé, mon bras était presque noir. Fait que j'étais comme OK, on a besoin d'aller à l'hôpital. Samedi matin, on se présente à l'urgence. Puis ils m'ont fait une attelle. Ils m'ont dit il est probablement cassé de la manière dont tu m'en parles. Puis qu'il y a de l'air. Fait qu'on va te donner un rendez-vous lundi pour aller faire un plâtre puis des radiographies. Si jamais c'est vraiment cassé, on va te faire un plâtre. Sinon, ben. C'est quand même bizarre qu'ils n'ont pas fait des radiographies la journée même. Ils m'ont fait une attelle. Je suis allé le lundi ensuite. J'avais un rendez-vous, mais le rendez-vous, c'est optionnel, on dirait là-bas. Là, comme tu as un rendez-vous à 8 heures, mais ça se peut que tu te fasses voir quand même juste à midi. Puis c'est ce qui est arrivé. Fait que j'avais vraiment mal. Ils m'ont fait des radiographies tout de suite. Puis les résultats sont arrivés pas longtemps après. Honnêtement, ça a été quand même rapide. Puis les résultats, je suis allé voir le doc. Le doc m'a dit effectivement, c'est cassé. Ça va te prendre un plâtre, puis ça va durer X nombre de temps de convalescence. Traditionnel comme expérience. Puis là, après ça, ils m'ont amené dans le genre d'espace avec tous les infirmiers et infirmières. Puis là, tous les infirmiers puis les infirmières en formation, les stagiaires, arrivent autour de moi en attendant l'infirmier qui va venir faire mon plâtre puis tout ça. Puis sans me le demander puis tout ça. Puis moi, je trouvais ça comique puis le fun parce que c'était la première fois que je voyais ça puis c'était une expérience différente puis tout ça. Mais avec le recul, j'étais comme, oh boy, OK, il y a beaucoup de monde qui regarde mon bras, ma situation, comment est-ce qu'il va faire ça, puis c'est quoi la marche à suivre finalement par rapport à une personne qui a cette situation-là ou un challenge au niveau des bras pour les plâtres puis tout ça. Fait que c'est un peu étrange, tu sais, comme expérience. C'est quoi qui t'a dérangé là-dedans? Ben, c'est plus le fait qu'on me le demande pas. Ça me dérange pas que tout le monde soit là puis qu'il me regarde puis que Il y a juste plein de monde qui sont arrivés qui t'ont regardé comme un spécimen. Essentiellement comme si jamais j'étais une bête de cirque. OK. Puis ça t'était jamais arrivé avant? Mais avec une soif d'apprendre, puis je comprends ça. Ouais. J'aurais été probablement aussi curieux de comprendre si jamais j'avais été un des stagiaires. Tu aurais probablement dit oui si on te l'avait demandé. Absolument. Puis on avait demandé ton consentement. Puis je pense qu'en médecine, c'est quelque chose qui est nécessaire, ce consentement-là. Oui. Je connais pas grand-chose du système, là, finalement, mais ça m'avait... sans dire que ça avait été quelque chose qui m'avait dérangé à ce moment-là, ça m'a déstabilisé un peu définitivement. Ouais. C'est drôle parce que, oui, c'est quelque chose qu'on apprend en médecine. Puis, j'avais pas remarqué jusqu'à temps. Récemment, il y a comme quelques semaines, un patient me l'a fait remarquer. Quand je suis à l'urgence, puis, je vois des patients, j'examine les patients, puis un peu par automatisme, tout le temps, quand j'ai fini mon histoire, puis je vais pour examiner mon patient, je demande est-ce que c'est correct si je vous examine? C'est vraiment comme par automatisme, comme je pense que j'y pense même pas. Puis là, à un moment donné, un patient me dit ben oui, c'est pour ça que je suis là. Je suis comme ben oui, mais je demande quand même. Puis je pense que les gens apprécient ça. De se faire dire comme hey, c'est-tu correct si je m'apprête à faire un examen? Puis des fois, si c'est quelque chose de plus comme sensible ou plus long, ou par exemple, si je vais faire un examen neurologique, il y a comme beaucoup d'étapes, il y a beaucoup de comme consignes à suivre aussi. Fait que je le dis, comme là, ça va être un petit peu long, comme je vais vous demander de faire des affaires, puis on va suivre ensemble. Si vous ne comprenez pas, dites-moi là, je vais répéter.
Évidemment, c'est des examens sensibles, comme les examens génitaux, comme l'air genre anal, ou les seins pour les femmes. Mais juste en général, il y a des gens pour qui juste comme découvrir leur dos, ça pourrait être quelque chose de comme intime pour eux. Exact. Ou même, c'est vraiment important aussi quand on parle de comme des soins informés par le trauma, comme trauma informed, de comme je sais pas, là, comme peut-être qu'il y a quelqu'un qui a vécu plein de violence sur son bras gauche. Fait que, toucher son bras gauche, c'est quelque chose qui trigger. C'est ça. Fait que c'est sûr que c'est quelque chose qui est super important de prendre en compte. Puis je pense qu'on l'apprend comme de façon artificielle au point que c'est absurde en médecine, mais le sens est là. Puis ça découle quand même qu'en pratique, c'est comme quelque chose est resté. Ben oui. Quelque chose est resté que je le fais de façon automatique. Puis c'est jusqu'à récemment que quelqu'un me l'a fait remarquer. Puis je suis comme, ah ben oui, c'est vrai. Puis après ça, je me suis catché à le faire tout le temps. Puis je suis comme, ben, je vais continuer à le faire. Ben oui. C'est une bonne pratique. Mais il n'y a personne, je pense, qui veut se faire traiter comme un patient. Ils veulent tous se faire traiter comme une personne. Ouais. Puis je pense qu'en faisant comme tu le fais, puis probablement une panoplie de médecins continuent à le faire également, ça humanise beaucoup le processus médical qu'ils doivent suivre.